Voilà, donc avant de commencer, je dois vous prévenir que le ministre de la Santé a décliné sa participation hier après-midi, ce que bien sûr nous regrettons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers collègues, c'est une grande fierté pour moi d'ouvrir la cérémonie de la 23e édition du Grand Prix du SPEPS. Fierté car cela témoigne de la longévité et du succès de ce prix. Fierté également d'ouvrir cette cérémonie en tant que première femme présidente. Je profite également de cette réunion pour remercier mes collègues du conseil d'administration pour leur confiance. Alors que nous pensions en avoir fini avec l'épidémie et retrouver notre vie d'avant, le 24 février dernier, la guerre en Ukraine est venue assombrir le quotidien de millions d'Européens et endeuiller 2 pays. Le SPEPS est bien sûr aux côtés des professionnels de santé qui sont à nouveau en première ligne face à cette tragédie. La transition peut paraître rapide, mais 2022 n'aura pas épargné nos familles de presse. Déjà affaiblies par les vagues successives du Covid et les difficultés d'approvisionnement en papier, depuis la rentrée, nous subissons les effets de la crise énergétique et les hausses des matières premières. Je tiens ici à souligner les actions des membres de la FNPS et notamment de son président, Laurent Bérard-Kellin, lequel ne ménage pas sa peine pour sensibiliser les différents ministères sur les menaces qui pèsent sur nos publications et maintenir les quelques rares aides allouées à la presse spécialisée. Est-il utile de rappeler que notre secteur d'activité est fragile, qu'il repose sur la bonne volonté de tous les salariés et sur les professionnels de santé qui nous accompagnent avec enthousiasme et passion. Sans nos auteurs et sans nos lecteurs, nous ne sommes rien. Ce 23e prix est un témoignage de notre reconnaissance. J'aimerais à présent rappeler en quelques mots les principales activités et missions du SPEPS. Le SPEPS est l'un des 7 syndicats de la FNPS. Il rassemble 40 éditeurs de tailles très diverses, mais qui partagent une vision et des valeurs communes. Les adhérents du SPEPS publient 450 revues en ligne et en version papier, chiffre qui reste stable malgré la tendance au regroupement qui frappe d'autres secteurs de la presse et de l'édition. Cette activité représente annuellement plus de 30 millions d'exemplaires diffusés et 10 millions de téléchargements ou consultations. Aujourd'hui, plus que jamais, nos revues doivent continuer à jouer un rôle fondamental d'information et de formation et se faire les garants de l'intégrité scientifique. À l'heure où l'on parle de bibliodiversité et où de nouveaux indicateurs sont suggérés pour mieux évaluer les chercheurs, pouvoir se former dans sa propre langue, soutenir les auteurs qui publient en français est plus que jamais une nécessité. Cela participe également au rayonnement de la science française à travers le monde. Chaque année, avec le conseil d'administration, nous définissons des actions prioritaires, souvent dictées par l'actualité. J'aimerais m'attarder sur 3 d'entre elles. Nous avons renouvelé notre soutien financier à la plateforme LISA, qui est la première base d'indexation de revues médicales de langue française. Nous avons redéfini les critères d'intégration pour que les nouvelles revues, afin de renforcer sa crédibilité et la faire reconnaître comme base de référence au même titre que les bases internationales. C'est un travail de longue haleine qui se poursuivra en 2023. Afin de mesurer la qualité et la fiabilité de nos revues, nous avons mené une étude en partenariat avec BVA. Les résultats qui apparaissent sur la diapositive sont impressionnants et montrent la confiance que nous témoignent nos lecteurs. Enfin, la pandémie a accéléré la demande d'ouverture de la science. Les éditeurs ont répondu à cette demande, mais au cours de l'année 2022, les recommandations se sont transformées en injonctions, fragilisant ainsi nos modèles économiques. Nous avons donc mené différentes actions en partenariat avec la FNPS et le SNE, afin d'alerter sur les conséquences pour nos maisons d'édition, mais également pour nos partenaires que sont les sociétés savantes. Je veux retenir ici 2 rendez-vous. En janvier 2022, nous avons rencontré les sénateurs Laure Darcos et Pierre Ouzoulias afin de les alerter sur la politique du ministère de la Recherche qui, tout en mettant en péril la liberté du chercheur, se positionne clairement contre les éditeurs. Notre démarche a été entendue, comme en témoigne le rapport de l'OPEXT publié en mars 2022. En juillet dernier, le SPEPS a été auditionné par le médiateur du livre, M. Mauchon, qui nous invitait à commenter son pré-rapport paru en mars 2022. Nous espérons que, suite à cet entretien, la version finale de ce rapport fera une large place aux revues en STM et les intégrera dans un plan global de soutien. La demande d'ouverture de la science est légitime, mais elle doit être menée dans un climat de confiance,
passer par une nécessaire période de transition en fonction des éditeurs et des disciplines, et le tout doit s'opérer dans un dialogue avec toutes les parties prenantes. C'est cet échange et cette écoute que nous appelons de nos vœux. La pandémie nous a également amenés à nous réinventer, réfléchir à d'autres modèles pour accéder à nos contenus et surtout repenser notre façon de travailler. C'est donc avec grand plaisir que j'accueille notre conférencier de ce soir, le Dr Eric Albert, psychiatre, fondateur de la société YouSide, qui accompagne les dirigeants de tout secteur, y compris dans les domaines de la santé, dans les problématiques liées au changement et au stress que cela induit. Le Dr Albert est également l'auteur de nombreux ouvrages à destination du grand public. Monsieur Albert, vous avez la parole pour 30 minutes, à l'issue desquelles nous avons prévu un échange avec la salle d'une dizaine de minutes. Bonsoir, merci beaucoup de votre accueil. En introduction, je voudrais peut-être élargir le thème tel qu'il est formulé là, le télétravail. D'abord parce que le télétravail ne concerne pas tout le monde, comme vous le savez, surtout dans les professions de santé particulièrement. Mais surtout parce que pour moi, le télétravail est plus un symptôme que, à proprement parler, une cause. Je pense que ce qui est plus intéressant à essayer d'explorer, c'est la relation qu'on a au travail et comment cette relation qu'on a au travail a radicalement changé au cours de ces dernières années et comment est-ce que le télétravail, d'une certaine façon, révèle ça. Et évidemment, derrière ça, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut aborder ça pour la suite et est-ce qu'il y a des choses à faire? Alors commençons par les salariés. Les salariés, vous savez, il y a cette grande démission dont on a beaucoup parlé. Il y a le quiet quitting, peut-être que vous voyez ce que c'est cette façon de rester dans l'entreprise en essayant d'en faire le moins possible, se faire oublier dans le système. Et puis vous avez eu... je ne sais pas si vous avez vu ça, la Fondation Jean Jaurès qui a publié un rapport très très intéressant sur la grande fatigue ou qu'il a appelé la grande flemme. Et dans lequel premier chiffre, deux chiffres que je voudrais vous donner. Le premier, c'est qu'il montre que 35 à 40% d'entre nous considèrent que depuis la pandémie, ils n'ont plus il y a un effet sur le moral et la condition physique. Donc on se sent tous, enfin on se sent pour un gros tiers d'entre nous affectés depuis la pandémie. Et puis il y a cette question de la centralité du travail. Dans les années 90, nous étions, pour ceux qui travaillaient déjà, nous étions à peu près 60%, un peu plus de 60% à considérer que le travail était au centre de nos vies. Combien sommes-nous aujourd'hui à le considérer? Quel pourcentage d'entre nous le considèrent? Vous avez une idée? Donc nous étions à 61%, nous sommes à 24%. Donc vous voyez, ça c'est les salariés. De l'autre côté, vous avez les patrons. Alors, prenons deux patrons très, très emblématiques de ce qu'on voit en ce moment. D'abord, Elon Musk, qui, comme vous l'avez vu, a demandé à provoquer la plus grande hémorragie jamais vue dans une entreprise aussi rapide, d'une entreprise qu'il a quand même payé 40 milliards. Et il l'a vidé littéralement de ses compétences en faisant quoi? En demandant aux salariés de s'engager par un clic sur un site à travailler avec une implication extrême. Le terme anglais est hardcore. Et il a expliqué que ça signifiait travailler de très longues heures, donc aller bien au-delà des horaires habituels, et donc travailler, entre guillemets, en partie gratuitement,
que vous êtes payé pour un certain nombre d'heures gratuitement parce que vous avez évidemment la chance formidable de travailler pour Musk. Autre grand patron, qui est d'ailleurs le grand rival de Musk, qui est Jeff Bezos, chez Amazon, quelle est la proportion, là, à nouveau, combien de salariés d'Amazon restent plus de 90 jours? Un tiers. Ça coûte à Amazon 8 milliards par an. Et donc, on a deux patrons qui sont extrêmement caricaturaux, mais extrêmement successful. Hein. Ils ont l'un et l'autre réussi de façon absolument incroyable, qui ne prennent absolument pas en compte ce que je disais tout à l'heure sur le rapport au travail des salariés. Et on a, vous voyez bien, cette absence de rencontre, probablement, qui est en train de se créer dans le milieu du travail. Alors, comment expliquer ça et comment réfléchir à ça? Premier point qui, je pense, est important à mettre en perspective, c'est que on assiste tous depuis maintenant, on va dire une vingtaine d'années, à une montée de l'individualisme. Évidemment, tout ça étant exalté par les réseaux sociaux. D'ailleurs, le rêve d'une certaine génération montante est d'être influenceur. Ça, c'est vraiment le job recherché absolu, être influenceur, donc faire des photos de soi toute la journée en ayant beaucoup de followers. Donc, montée de l'individualisme. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le rapport au travail, il y a eu une cristallisation au moment du Covid, qui a été liée au fait que, pour la première fois, et c'est vraiment ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du travail, on a dit aux gens, commence par te protéger toi-même. Le travail a toujours été fais ton job en échange de son salaire. Là, on a dit aux gens, protège-toi. Et alors, si tu peux travailler de chez toi, c'est bien. Puis on s'est aperçu que les gens travaillaient bien de chez eux, que ça marchait bien. Et c'est d'installer une distance progressive vis-à-vis du lieu de travail, mais aussi le lieu de travail symbolisant la communauté de travail, avec, après la pandémie, toute une partie de la population qui a dit « mais écoute, ça a très bien marché ». Tu vois bien que quand j'ai travaillé de chez moi, d'ailleurs ça a beaucoup surpris tout le monde, hein, le premier confinement, dans les entreprises, il y a eu une surprise des dirigeants très marquée sur le fait que ça a beaucoup mieux marché que ce qu'ils auraient pensé. Donc, chacun, après, a trouvé, maintenant, considère qu'il a son rythme, comme il a envie, comme il veut le faire. Donc, je ne suis plus un membre d'une communauté, je suis un individu, et je m'arrange, je fais ce qui m'arrange. Et d'ailleurs, un des grands éléments de recrutement, c'est est-ce que je vais pouvoir faire comme ça m'arrange dans mon rapport au travail. Deuxième niveau, deuxième élément très important, c'est que vous voyez bien que en même temps, ces individus qui s'isolent, on va voir que les effets de l'isolement des individus est assez délétère, et on l'a vu sur la santé psychique des acteurs. C'est-à-dire que, en gros, télétravailler, c'est confortable, mais c'est dépressogène. Pour une raison très simple, c'est que une journée de Teams devant votre écran chez vous, vous n'avez quasiment pas de plaisir. Or, un des sujets qu'on a tous, c'est comment on trouve du plaisir au travail, et une très grande partie du plaisir qu'on a au travail vient de la relation.
sommes avant tout des êtres relationnels. Donc, il y a cet effet, mais comme je vois que c'est confortable, je ne mesure pas la dimension dépressogène. Vous voyez le piège que ça peut avoir. À ça s'ajoute le fait que les acteurs aujourd'hui, vous voyez bien, sont dans un niveau d'insécurité probablement, là, à nouveau, jamais atteint. Cumuler les crises, le monde VUCA, les insécurités, qu'elles soient évidemment sanitaires, climatiques, géopolitiques, les guerres économiques, alimentaires. Enfin, on n'a jamais eu de cumul d'insécurité comme on a eu. Deuxième élément de fragilisation. À ça s'ajoute le fait que l'image du travail, portée par ces patrons dont je parlais, mais globalement, de façon générale, par rapport aux populations jeunes qui regardent le travail sans savoir exactement ce que c'est, avec, vous voyez, toute cette image aussi des bullshit jobs, ce qu'on appelle les bullshit jobs, est extrêmement dégradée. Avec un rapport au travail beaucoup plus exigeant, vous avez sûrement vu cette pétition qui a été faite par 800 étudiants de grandes écoles, disant que jamais ils ne travailleraient pour Total Energy. D'ailleurs, très intéressant, parce qu'ils s'attaquent au symbole, hein, le symbole du pétrole. Mais Total Energy est aussi, de très loin, probablement le plus gros investisseur en énergie renouvelable en Europe, et un des 3 ou 4 plus grands, en tout cas mondiaux. Donc, vous voyez, on est dans le paradoxe total, mais derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qui transparaît, c'est le rejet et l'exigence qu'on a vis-à-vis du fait qu'il faut que le travail fasse sens. Un travail qui ne fait pas sens est un travail sur lequel je ne suis pas prêt du tout à rentrer dans un travail qui ne fait pas sens, et je préfère, entre guillemets, survivre. Donc, on voit ce que ça veut dire survivre. Je fais des petits boulots à côté, mais je ne m'engage pas dans un travail qui ne fait pas sens. Donc, vous voyez, le travail n'est plus au centre de ma vie. J'ai une image du travail dégradée. Je me sens très en insécurité. J'exige beaucoup plus de mon travail, et il y a cette question très forte qui est pourquoi j'irai travailler? Et comment vous me donnez envie? Si vous ne me donnez pas envie, il n'y a aucune raison. Bien sûr, j'ai besoin de gagner ma vie, mais je peux me débrouiller. Enfin, avec d'ailleurs un rapport de force entre les salariés et les entreprises qui est en train à nouveau de se réinverser. Mais au cours de cette dernière année, le rapport de force était très en faveur des salariés. Et parce que dans beaucoup de secteurs, vous voyez bien que le rapport de force dans le milieu médical est très en faveur des salariés. Une infirmière, quand elle veut partir, on essaye de la retenir. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une époque où on trouvait des infirmières, ce n'était pas un problème. Maintenant, vous voyez bien qu'il va falloir que l'infirmière, on lui donne des raisons de rester. Donc la question qu'on a est autour de cette relation au travail, et si on s'interroge chacun d'entre nous, évidemment la question c'est qu'est-ce que je mets dans mon travail? Et ce que nous disent les gens qui veulent rester en télétravail, ils nous disent je ne veux mettre dans mon travail que du temps payé pour produire individuellement quelque chose qui correspond à ma compétence. Ce qui correspond d'ailleurs à mon contrat de travail. Mon contrat de travail, c'est t'es payé un certain nombre d'heures pour produire en fonction de ta compétence. Mais sauf qu'on sait tous
qu'on attend bien d'autres choses des salariés. On attend une créativité, une capacité relationnelle, une capacité à mettre une charge émotionnelle dans ce qu'ils font, une capacité à contribuer à du collectif, une capacité à faire vivre quelque chose, et donc une capacité à entrer dans une communauté de travail, qui d'ailleurs, quand elle fonctionne bien, permet d'avoir, ce dont je parlais tout à l'heure, le plaisir, d'avoir du plaisir au travail. Le plaisir au travail, vous l'avez à travers la communauté de travail. Tout seul chez vous, vous pouvez avoir la satisfaction, là vous allez célébrer des articles, chacun a fait son petit article, il va avoir la satisfaction d'avoir fait son article, mais vous voyez bien que la vraie satisfaction, c'est d'en parler aux autres. Évidemment, la satisfaction suprême, c'est d'avoir un prix ce soir. Devant les autres, célébré par les autres. Donc vous voyez, cette question de fond qui se pose, c'est de quelle façon est-ce que je fais comprendre aux acteurs qu'ils ne sont pas des unités individuelles de production, mais ils font partie d'une communauté et que cette communauté va leur procurer quelque chose qui est absolument indispensable, qui est de la satisfaction et du plaisir dans ce qu'ils vont faire au quotidien. Encore faut-il structurer cette communauté de telle façon que ça soit le cas. Parce qu'on a tous connu des environnements de travail absolument exécrables, dans lesquels la rivalité prédomine, les tensions entre les acteurs sont omniprésentes, dans lequel on est en permanence, on a peur. Le nombre d'acteurs qui viennent au travail avec la peur, évidemment, ils sont beaucoup mieux chez eux derrière leur écran. Ça les protège, pense-t-il. Parce que quand on regarde un peu les sujets sur le stress au travail, le premier élément de régulation du stress au travail, c'est, et de très loin, le soutien social. Qu'est-ce que c'est que le soutien social ? Le soutien social, c'est la capacité à avoir des gens autour de moi, qui peuvent être des collègues, qui peuvent être des collaborateurs, qui peuvent être ma hiérarchie, qui vont m'apporter un soutien à un moment où je suis stressé. Et ça ne peut se passer que, évidemment, si je suis présent. Vous venez d'apprendre que le ministre ne vient pas, alors que c'était très important pour vous que le ministre vienne. Vous êtes toute seule chez vous, vous ruminez, vous dites c'est très désagréable, qu'est-ce que vont dire les gens, la cérémonie va être ratée, et vous tournez ça tout seul. Vous êtes au travail, vous sortez, soit vous êtes dans un bureau, soit vous êtes à côté etc. Et là, soit vous en parlez, soit simplement la tête que vous faites fait que les gens autour de vous vous disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et simplement, vous en parlez, et vous commencez à élaborer avec quelqu'un, et la régulation du stress immédiatement se fait comme ça par les autres. C'est une des raisons pour lesquelles, outre le fait que vous n'avez pas de plaisir quand on reste chez soi, beaucoup moins, mais vous n'avez plus de soutien. Et ce qu'on attend des gens au travail, je pense que c'est très important de leur expliquer, on attend des gens au travail qu'ils se soutiennent mutuellement, qui est un élément absolument essentiel de ce qui va faire qu'ils vont avoir envie de venir. Et vous voyez que derrière ça, ça veut dire créer des conditions de jeu relationnel
qui ne sont pas du tout évidentes si je n'y réfléchis pas, si je n'y pense pas, si je ne manage pas mes équipes dans ce sens-là. Si je suis dans un environnement, prenons l'hôpital, qui est un environnement que beaucoup d'entre vous connaissent bien, qui est un environnement purement technique, avec des niveaux de sachants, avec une hiérarchie très forte, avec des actes purement, et qu'il n'y a pas de communauté de soignants, ben, il est probable que j'aurai moins de plaisir. Je peux avoir du plaisir dans ma relation à mes patients, donc ça c'est variable, mais j'aurai beaucoup moins de satisfaction. Je vais me protéger, et dans la mesure où je peux quitter mon travail, je le quitterai. Et là, on va être dans un jeu. Quel va être le plus offrant? Quel va être celui qui prendra le mieux en compte ce dont j'ai le plus envie, des vacances, des primes, je ne sais quoi, pour me permettre de revenir sur moi-même, et cet investissement affectif que je ne fais pas au travail, je vais évidemment l'investir ailleurs. Sachant que nos investissements affectifs sont des poches qui sont interconnectées les unes aux autres, qui font que si vous surinvestissez affectivement votre travail, c'est aux dépens des autres secteurs que sont la vie personnelle, la vie sociale, la vie relationnelle. Et à l'inverse, si vous désinvestissez votre travail, vous allez pouvoir investir les autres poches. Donc, à nouveau, si je ne suscite pas l'envie d'eux, eh bien, je vais avoir des acteurs qui progressivement se désinvestissent, ensuite s'isolent, ensuite ça donne une entreprise ou un champ qui est très fragmenté. Je n'ai plus rien en commun, et évidemment, je perds complètement le sens de pourquoi est-ce que je fais ça, à quoi ça sert, et l'utilité collective, parce que l'utilité collective, elle se rappelle, on se la rappelle entre nous parce qu'on la partage. C'est très compliqué d'avoir une utilité tout seul. C'est parce qu'on partage les choses qu'on sent cette utilité. Donc, vous voyez, si on met en perspective ces questions de relation au travail, ça nous amène à nous dire, du coup, maintenant, comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus, et quelles sont les entreprises qui y arrivent et celles qui n'y arrivent pas. Et là, on va être vraiment dans les sujets managériaux, on va être vraiment dans les sujets, d'abord, dans les sujets d'individus chacun. Il faut que chaque individu se dise, moi, personnellement, comment est-ce que mon travail, j'y mets autre chose que simplement ma force de production encore une fois, c'est un jeu dans lequel je récolte ce que j'investis. Si je n'investis rien, je ne récolte pas. Donc, je vais récolter de la satisfaction, du plaisir, de l'envie, si j'investis, de la relation à l'autre, de l'attention aux autres, du développement des gens autour de moi, une certaine générosité de mon temps, de ma capacité à, tout ce qu'on demande, en fait, à des collaborateurs. Mais de façon très implicite, tout ça est extrêmement implicite. Encore une fois, rien de ce que je vous raconte là n'est dans le contrat de travail. Alors, sur le plan managérial, premier point qui va être essentiel, c'est comment je crée une ambiance, des codes relationnels basés sur le fait que les acteurs non seulement se respectent, mais se soutiennent, s'apprécient et se découvrent mutuellement et du coup, aient de la satisfaction ensemble. Exemple tout simple, les lieux de travail où on ne célèbre rien et donc on n'a pas de temps informel, parce que la relation se construit sur l'informel.
La relation se construit d'individu à individu, de ce que je comprends de ce qu'est l'autre, et non pas de ce que je considère l'autre comme représentant d'une fonction. Je n'ai pas de relation avec l'informaticien. J'ai une relation avec Pierre, dont je sais qu'il vient tous les jours à vélo, qu'il est passionné de jeux vidéo, etc. Là, je peux être en relation avec lui. Et ça passe par le fait que je le rencontre comme individu, et donc que j'ai de l'informel avec lui. La machine à café est un lieu de travail. Et si on commence à se dire j'ai vu des gens qui passaient trop de temps à la machine à café, on est mal barré. Donc, il va y avoir cette préoccupation et cette nécessité de créer les conditions du collectif. Il va falloir aussi reprendre les gens qui dénigrent les autres, qui sont agressifs, qui manquent de respect, etc. Parce qu'il y a les codes qui vont permettre ça ou pas. Voire, excusez-moi du terme, les fouteurs de merde, on en connaît certains, qui passent, quoi qu'il arrive, créent la zizanie, et créent des clans, montent les uns contre les autres. Ceux-là sont d'une toxicité extrême et il ne faut pas hésiter à les sortir. Ensuite, il va y avoir toutes les conditions tous les sujets de ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Dans quelle mesure est-ce que, au travail, je me sens dans la possibilité d'exercer ce que j'ai à exercer, de donner mes idées, d'apporter de la contradiction, de discuter avec les gens, de contribuer à de la créativité, sans prendre le risque d'être à minima dénigré, à maxima engueulé. Donc, si je n'ai pas de sécurité psychologique, donc j'arrive avec la peur, et la conséquence de la peur, c'est toujours un individu qui a peur, toujours un individu qui se replie sur lui. Ce qu'on veut, c'est des individus qui s'ouvrent. Donc, comment je crée une certaine sécurité psychologique, ce qui ne veut pas dire ne pas faire de feedback. Vous voyez, il y a cette tarte à la crème de la bienveillance qu'on entend partout. Mais au-delà de ça, c'est comment est-ce que les individus se sentent autorisés. Mais on va leur faire des feedbacks, on va leur dire qu'on leur met des limites, on leur met un cadre, on leur dit quand ils déconnent, entre guillemets. Donc, on n'est pas gêné de tout ça. Mais on a toujours en tête est-ce que tout ça est bien compris, non pas comme une intimidation, une façon de... Vous voyez à quel point c'est très commode de faire peur. Revenons sur Elon Musk et Jeff Bezos. Ils ont construit tout leur système sur la peur. Donc ça marche jusqu'à un certain point. Et ce qui est probable, c'est que Elon Musk, dans le futur, va avoir de plus en plus de mal à attirer des grands talents. Alors qu'il est symbolisé au contraire la créativité, etc. Donc, sécurité psychologique. Et puis après, toute la question qu'on va avoir, c'est comment est-ce que cette sécurité psychologique que je crée, ça permet aux gens de participer à de l'intelligence collective. C'est-à-dire que les gens vont venir travailler s'ils se sentent participer à une intelligence collective. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intelligence collective beaucoup plus qu'avant ? Tout simplement parce que le monde est beaucoup plus complexe. Et que l'intelligence d'un individu, aussi intelligent soit-il, ne suffit pas. C'est ce que notre président de la République n'a pas complètement compris, alors peut-être parce que justement il est très très intelligent. Donc, mais on voit bien qu'aujourd'hui, faire face à la complexité, c'est faire participer les gens à l'intelligence collective, ce qui veut dire jouer sur la diversité des acteurs,
leur capacité d'expression, leur capacité à débattre, à partager des points de vue contradictoires. C'est ça qui crée l'intelligence collective, avec la capacité évidemment derrière à en faire une synthèse. Donc voilà, à mon avis, les enjeux qui se posent à nous, d'un point de vue individuel. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois la question qu'on a, c'est comment individuellement on se positionne par rapport à ça. Et évidemment, d'un point de vue de participant à une collectivité de travail, sachant que, après, dès qu'on est dirigeant, notre sujet qu'on doit garder en tête en permanence, c'est comment je combine 3 dimensions. Une dimension inspirationnelle, et on voit bien que, je disais, les gens sont plus exigeants, ils veulent que je fasse quelque chose d'utile. Évidemment, dans le domaine de la santé, c'est beaucoup plus facile. Et vous voyez que l'inspirationnel ne suffit pas, parce que la crise du rapport au travail dans la santé est extrêmement fort, malgré l'inspirationnel. Ensuite, vous avez le niveau rationnel, qui est comment est-ce qu'on donne les moyens aux gens de leurs objectifs et qu'on leur facilite la vie pour faire leur travail. C'est probablement là-dessus que ça pêche dans le domaine de la santé. On est en permanence dans des contradictions et des injonctions contradictoires entre ce qu'on demande aux gens et les moyens qu'on leur donne. Et puis il y a le troisième niveau, qui est le niveau émotionnel. Comment est-ce que je crée un environnement émotionnel positif? Parce que c'est évidemment par rapport à un environnement émotionnel positif qu'on va permettre aux gens de trouver du plaisir, d'avoir envie de revenir et de participer à la communauté. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre accueil et je vous invite à ouvrir le dialogue. Merci beaucoup, c'est Patrick Bergot de l'éditeur Parésia, l'éditeur de santé. J'écoutais récemment quelqu'un qui disait la chose suivante, il disait ce qu'on sous-estime complètement comme facteur important de changement des relations humaines, c'est le smartphone électronique. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand on rencontrait quelqu'un, on rencontrait quelqu'un qui était une bibliothèque et une base d'expérience extraordinaire, et maintenant on rencontre quelqu'un qui est bien moins fort que mon smartphone en termes de nombre d'informations, de qualité d'information et même d'accès à des vidéos, de la synthèse, etc. Et donc, l'impact que ça a dans l'entreprise, c'est qu'on passe que la notion de subordination n'est plus acceptable. Elle constitue le contrat de travail, le CDI, etc., qui date de la révolution industrielle, disons. Et aujourd'hui, cette notion de subordination n'est plus acceptable par les jeunes générations, en particulier à cause de la dépréciation de la relation humaine liée au smartphone électronique. Il ne s'agit pas de mettre en cause naturellement cela, mais d'en voir les conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne sais pas si c'est lié au... Le smartphone a énormément d'effets dans nos vies, on le sait tous. Nos vies ont changé radicalement depuis 2007, qui est la date d'arrivée du smartphone. Est-ce que le lien de subordination est lié au smartphone ? Peut-être, je n'avais jamais réfléchi. En tout cas, ce qui me paraît évident, c'est que la question de l'autorité, pendant tout le XXe siècle, quand un chef était le chef, il était le chef. Évidemment qu'aujourd'hui, le chef n'est plus le chef. La question, et pendant des années, on a expliqué que, d'ailleurs, les managers, moi-même, j'ai expliqué ça assez longtemps, que le manager, il ne doit pas être un expert, il doit être manager, il doit être spécialiste, le manager est un psy, il doit être spécialiste de l'humain, parce que son métier, c'est l'humain. C'est plus vrai. Le manager, aujourd'hui, il doit avoir une autorité de compétence. Ce qui est un retour en arrière. Et le risque, c'est que s'il est trop une autorité de compétence, il devient plus un contremaître, il ne s'intéresse plus aux individus, il ne s'intéresse plus qu'à sa compétence. Donc, mais ce qui est certain, c'est que l'autorité aujourd'hui n'est absolument pas donnée, elle est acquise, et elle est acquise par la compétence, ça c'est certain.
Éric Véchard, je travaille dans une administration de la santé. Merci, monsieur, pour vos propos qui nous font réfléchir sur ce qui s'est passé depuis quelque temps. Et notamment la première réaction, j'ai l'impression que vous avez pris le parti de faire revenir les gens au travail en présentiel, ce qui est un parti pris et ce qui est réussi parce que ça me fait réagir. Si on dépasse ça, parce que la passion du présentiel, nous les managers, c'est ce qu'on a depuis pas mal d'années, voire de dizaines d'années, où on considère que dès qu'on voit plus quelqu'un, forcément il est moins productif. Comment finalement on peut intégrer ce nouveau mode relationnel, professionnel, sans tomber de tout l'un ou tout l'autre, mais comment on peut finalement re-questionner, y compris nos méthodes managériales. Est-ce que finalement d'avoir quelqu'un à distance ou soi-même à distance pendant quelque temps dans la semaine, est-ce que ça ne nous force pas à mieux réfléchir sur ce qu'est une relation professionnelle, qu'elle soit d'ailleurs avec une délégation ou pas, à mieux définir ce qu'est un objectif, parce que le présentiel, il faut l'avouer, quelquefois on travaille très mal en présentiel, c'est-à-dire que la réunionnite où finalement on s'aperçoit qu'on a posé beaucoup plus de questions en réunion que... Alors vous appelez ça à juste titre la créativité, c'est vrai qu'il en faut, et il me semble qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette créativité, d'ailleurs tout le monde. Bref, comment on peut aussi questionner cela comme une opportunité finalement? Oui, vous avez tout à fait raison. Probablement que dans mes propos, j'ai pu donner cette impression qu'il n'y a que le présentiel. Je ne pense pas ça. Je ne suis pas comme Musk qui dit vous faites 40 heures de présence au bureau et après vous pouvez faire du télétravail. Ce qui me paraît évident, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait beaucoup mieux à distance, il n'y a aucun doute. Tout ce qui est travail individuel, on le fait beaucoup mieux à distance. Alors les gens adorent faire des réunions en Teams quand il y a de la réunion NIT. Pourquoi? Parce qu'ils font autre chose. Et ça ne se voit pas, ça se voit beaucoup moins. C'est-à-dire que on voit bien que dans la réunion NIT, la plupart des gens sont sur leur téléphone, font déjà autre chose, mais ça se limite à leur téléphone, voire à leur ordinateur. Mais quand ils sont chez eux, ils peuvent faire le dîner. C'est quand même beaucoup plus ouvert. Vous coupez la caméra, vous coupez le son. Et soyons honnêtes, on a tous fait ça les uns les autres. Ce que je crois, c'est qu'il faut repenser complètement les deux. Qu'est-ce que je fais en distanciel et qu'est-ce que je fais en présentiel? Et en présentiel, évidemment, la question, c'est comment est-ce que je crée, ce que je disais, une communauté, des lieux de rencontre, de la participation, de l'intelligence collective. Si je viens au travail pour faire des réunions Teams avec mes collègues qui, eux, sont restés chez eux, c'est double punition. Hein. Donc, évidemment pas. Il faut absolument repenser les temps en présentiel et en collectif. Et les temps en collectif, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que quand les gens repartent, ils se disent, si je n'étais pas venu, j'aurais loupé quelque chose. Et c'est là où les managers doivent inventer des nouveaux modes de management très nouveaux et très différents. Jusqu'à présent, on les avait sous la main, on ne se posait pas la question, tu fais ton job et voilà. Maintenant, non, si je viens, je fais un effort. Donc il faut comment cet effort, j'en tire quelque chose. Donc, je pense qu'il y a les deux, mais simplement, ce que je pense, c'est qu'il faut se poser la question de quelle façon est-ce que on fait réfléchir les gens, on les fait s'organiser. Vous voyez, moi je dirige un cabinet de conseil, on est une 50aine, et après le Covid, les gens se sont aperçus que la qualité du collectif avait beaucoup diminué. On les a fait réfléchir, et c'est eux-mêmes qui ont décidé qu'il y avait des jours de présence, entre guillemets, obligatoires dans la semaine. C'est-à-dire qu'on prenait son télétravail, entre guillemets, dans des jours qui sont pour tout le monde les mêmes, mais quand les gens viennent, ils viennent tous.
Parce que si je viens et que les autres ne sont pas là, évidemment, ça. Bon, bonsoir, Christian Nicoli, groupe Profession Santé. Une question, au final on en parle beaucoup, mais est-ce qu'il n'y a pas un équilibre qui s'installe? Puisque quand on observe ce qui se passe dans les entreprises, la plupart du temps, il y a un équilibre avec quelques jours de télétravail par semaine, 1, 2, le reste au bureau. Il y a, comme vous le disiez, des choses à caler pour qu'effectivement les gens se croisent un peu, parce que si on ne vient pas le même jour, c'est compliqué. Mais au final, ça s'organise. Et au final, on peut avoir aussi le meilleur des deux avec les outils digitaux. Maintenant, le travail à distance, ça fonctionne. On garde du relationnel. Et puis entre deux, on a une partie aussi en présentiel. Donc est-ce qu'au final, Alors, ça fonctionne pas encore une fois, c'est pas une bonne synthèse en fait. Oui et non, parce que si vous n'avez, la plupart du temps, on n'a pas pensé véritablement le présentiel. Et on n'a pas restructuré le présentiel. Ce que vous disiez sur la réunionnite, ce que vous disiez sur ce dont je vous parle sur le jeu collectif. Et en réalité, ce qu'on a, c'est une fragmentation progressive, une dispersion des acteurs. Chacun vient quand il veut. Vous pouvez ne pas voir quelqu'un pendant des semaines. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas au téléphone et que vous ne discutez pas avec lui, mais ce n'est pas du tout pareil que de le voir. Donc, vous avez raison. On peut très bien avoir le meilleur des deux mondes et c'est ça qu'il faut viser. Encore faut-il le penser. Et le penser de façon radicalement différente de ce qui s'est passé avant le Covid. Vraiment, je pense que dans la question du rapport au travail, le 21e siècle commence avec le Covid. Et on n'aura plus du tout le même rapport au travail. Jusqu'au Covid, on avait un rapport au travail assez 20e siècle. Là, on a un rapport au travail radicalement différent qui pose les choses de façon nouvelle et ça suppose, et la révolution managériale qui va avec, à mon avis, n'a pas été véritablement mise en œuvre. Merci beaucoup. Écoutez, je propose qu'on s'arrête sur cette dernière question pour respecter un petit peu le timing de la cérémonie. Donc, merci beaucoup, Dr Albert. Merci. On va faire une courte pause et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la cérémonie.